Paul de Brancion. Je voudrais savoir quelles sont les exigences primordiales pour un poète. Le silence, une exigence extrême, en tout cas en ce qui me concerne. Un stylo, un papier, le silence. Et une attention de ce fait à la sonorité des mots. Gilles Deleuze et Guattari, dans leur livre « Qu'est-ce que la philosophie ?», disent qu'on écrit à plusieurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour la poésie, est-ce que c'est la même chose? En ce qui concerne Deleuze et Guattari, eux, ils écrivaient à plusieurs déjà. Donc, ils étaient sur ce sujet des gens qui pratiquaient une communauté d'écriture, en tout cas pendant une période de leur péripéties, mais d'une certaine façon, on pourrait dire qu'ils écrivaient à plusieurs, mais que Deleuze pensait parfois seul, et que Guattari pensait dans la communauté psychologique, psychique, psychiatrique qui était la sienne et qui était intense, à beaucoup d'égards remarquable, clinique. Oui. Donc, que cette affirmation venant d'eux est un petit peu, pas suspecte, parce qu'elle est extrêmement sympathique, que évidemment on n'écrit pas seul, au sens où on écrit avec la langue qu'on porte en soi-même, avec les expériences qu'on a en soi-même, donc on n'écrit jamais seul. Mais c'est une bonne question en tout état de cause, parce que une question qu'on peut se poser dans un périple littéraire de l'ordre de la poésie, qui est un périple de littérature tendue, c'est qu'est-ce que c'est que la notion d'auteur, c'est quoi d'écrire? Est-ce qu'on écrit non seulement pas tout seul, mais est-ce que finalement on n'écrit pas avec le monde entier? Donc à la limite, tout seul, ce serait presque supposé qu'on écrit à 2 ou 3 personnes. Non, on écrirait porteur d'un monde ou d'un monde des autres. Et qu'au bout du compte, on est simplement, il y a l'ensemble d'une sorte d'humanité et d'expérience qu'on a portée, qui passe par le goulot d'étranglement de l'auteur du moment et qui ressort en livre. Et au fond, on pourrait très bien imaginer avoir un nom qui serait numéro 22, par exemple. Voilà, ce serait un peu triste peut-être, parce qu'on a besoin, en tant que lecteur aussi, d'avoir des surfaces d'identification. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Quand vous avez commencé à écrire, toujours dans la même thématique, quand vous avez commencé à écrire, vous vouliez ressembler à quel poète? Naïvement, je veux dire, enfin... J'ai touché une fascination vous a porté. Surtout écrire quand j'étais enfant. Et moi, j'ai d'abord écrit des romans. J'ai pas écrit de poésie. Au début, j'ai écrit plusieurs romans et j'étais très fasciné par la littérature russe, quant à moi, et très fasciné par Tolstoï et Dostoïevski. Enfin, le Tolstoï, pas forcément de Guerre et Paix, encore que j'aimais beaucoup Guerre et Paix, mais Tolstoï, dans sa capacité stylistique, qui est assez intense et remarquable, et Dostoïevski, évidemment, dans L'Idiot. Donc, c'est cette capacité du roman à rentrer à l'intérieur d'une sensibilité très subtile et des positions de l'être de l'être humain dans le monde m'a toujours intéressé. Donc à l'origine, et après je suis passé du roman à la poésie, mais d'une certaine façon c'est la même chose. Simplement c'est une relation à la langue qui est différente. Alors vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Ma mort est morte. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Où vous écrivez en 3 langues, le danois, l'anglais et le français. Est-ce que ce changement... Bon, quand on connaît votre histoire, on comprend le danois parce que vous avez vécu, enfin, vous avez vécu là-bas. Le français, évidemment, l'anglais aussi. Bon, ce changement de langage, de langue, est-ce que c'est un désir de silence? Non, pas spécifiquement. Quelle serait la langue de la vérité pour vous sur ces 3 langues, chez vous? Là, c'est plein de questions tout à la fois. Savoir si il y a une langue de la vérité, ça c'est une autre chose. Il y a une langue d'une tentative d'intensité le plus proche possible de la vérité, certainement. Langue de la vérité, ça peut d'ailleurs être dangereux parce que il y a de grands prédécesseurs politiques qui ont pratiqué des langues de la vérité qui sont plus que discutables. Mais bon, cela dit, la question se pose, c'est-à-dire la question de la vérité ou de la véracité d'un texte littéraire ou d'un texte quel qu'il soit se pose. Non,
l'utilisation des trois langues provenait d'une impossibilité, c'est-à-dire d'une non-capacité de ma part à exprimer ce que je voulais dire en français, qui était à l'origine la langue maternelle que j'ai eue de ma mère, bien que j'ai eu d'autres langues. Et j'ai longtemps essayé d'écrire ce livre sur la mort de ma mère en français, je n'y arrivais pas. J'ai écrit un ouvrage de 500 pages sur le même sujet en français. Je l'ai montré à mon éditeur préféré du moment, qui m'a dit « tu ne peux pas publier ça ». Et il avait raison, c'est toujours très désagréable quand quelqu'un vous dit ça. Mais et à ce moment-là, j'ai un beau jour commencé à écrire une phrase qui commençait en danois, puis continuait en français, continuait en anglais, et le livre est venu. D'une certaine façon assez facilement, dans des séquences qui étaient courtes, et c'était d'ailleurs un livre de poésie en prose, c'est-à-dire c'était un livre qui dit quelque chose dans une prose tissée de trois langues, et qui ont une fonction poétique aussi, parce qu'il y a toute la problématique de la sonorité, c'est-à-dire on passe du français à l'anglais au danois, qui est assez étonnante. Et après, le livre est venu, et il est venu quasi plus facilement que beaucoup d'autres livres, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup corrigé. Est-ce que c'est la quête d'une universalité du langage aussi, de parler le plus de langues possible, ou pas du tout? Alors, moi, on a parlé de ça hier soir, puisqu'on était au Festival des idées qui mêlent le monde, et il y avait quelqu'un qui m'a posé un peu cette question-là, et je répondais que moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule langue au monde. C'est-à-dire que nous ne parlons qu'une seule langue, c'est mon expérience, mais que cette langue, comme en musique, a des variations. Et les variations sont les idiolectes nationaux, qu'on appelle le français, l'anglais, le chinois, etc. Alors, il se trouve qu'on ne parle pas toutes ces langues, mais si on pouvait, ce serait merveilleux. Et en tout état de cause, il s'agit de parler. Et pour parler, on utilise les sons qui ont un sens, et qu'il y a des catégories, c'est-à-dire il y a des catégories de langues, et en fait, on ne parle, selon moi, qu'une seule langue, et on choisit par nécessité, puisqu'on s'adresse à des locuteurs qui ne connaissent que telle ou telle langue, donc on va choisir la langue qui fonctionne pour être entendu. Et si on ne peut pas, on est ennuyé, parce que moi, il m'arrive d'être quelque part dans un pays où je ne parle pas la langue, j'aimerais bien néanmoins m'exprimer. Et je manque d'outils, et à ce moment-là, on se débrouille, on fait des signes, on invente des langues momentanées. Mais fondamentalement, je pense que du non-verbal ou du signe ou de l'onomatopée ou des sourires aussi, la langue physique est extrêmement importante. Voilà ce que j'avais répondu sur ce sujet. D'accord. Alors, si on parle de l'inspiration, comment vient chez vous l'inspiration? L'inspiration vient d'un mot ou d'une phrase d'un mot ou d'une phrase qui me parle, qui me fait partir sur quelque chose, ou d'une situation mais qui doit être verbalisée. D'accord. Voilà. Alors, parce qu'il m'est arrivé, si vous voulez, j'ai eu des époques de ma vie où j'arrivais à écrire des livres, je connaissais le titre déjà avant. Je commençais, j'avais un titre et j'avais un sujet. Et puis, j'avais appelé ça pour moi la période des titres. Et après, j'ai arrêté. C'est-à-dire, après, c'était plus je ne connaissais pas le titre du livre que j'allais écrire. Je l'ignorais totalement et c'était secondaire. Et c'était une intensité, quelque chose. Par exemple, en poésie, je peux très bien écrire un livre. J'ai écrit des livres sur le temps, par exemple, mais j'ai aussi écrit quelque chose comme une spécificité, c'est-à-dire on peut très bien avoir l'idée que soudain ce qui est loin est proche. Ça peut faire l'objet d'un livre, la proximité ou l'éloignement. Par exemple, là, on est devant les Pyrénées, on les voit au loin, et vous savez très bien que les montagnes donnent souvent l'impression d'être proches, alors qu'elles sont très loin. Il faut beaucoup de temps pour aller jusqu'à la montagne. Et ça, c'est un style de choses qui pourrait m'inspirer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment de proximité alors qu'on est loin? Et qu'il y a un grand chemin pour aboutir jusqu'au lieu où on le veut aller, quel qu'il soit, aussi bien mentalement que physiquement. Et ça peut être, pour moi, je dis ça comme un exemple, je viens d'y penser à cause des montagnes, ça peut être l'objet d'un livre. Et est-ce qu'après le moment de l'inspiration, c'est un combat entre le sens et la musique?
Un combat. Non, un combat, non. Moi, j'écris, je trouve que j'écris avec bonheur, c'est-à-dire que ça me plaît d'écrire, je trouve pas ça douloureux d'écrire, je trouve ça très amusant, je trouve ça jouissif à beaucoup d'égards d'écrire. Ce qui est compliqué, c'est de corriger, c'est-à-dire c'est de faire que ce que l'on a écrit prenne une forme qui vous convienne au niveau du son, au niveau de l'hypothétique lecteur auquel on pense, c'est-à-dire on n'a pas envie de l'embêter non plus trop. Si c'est fait des longueurs ennuyeuses, il va s'embêter lui aussi. Et donc le travail de sculpture qu'il y a dans la littérature et dans la poésie particulièrement, qui tient très fort compte du son, en effet, et de la sonorité, c'est un travail plus compliqué, douloureux. En revanche, le travail d'écriture, ça permet de libérer, en ce qui me concerne, beaucoup de choses. Si je vous dis par exemple que j'ai une problématique entre le loin et le proche et que ça me touche, c'est que c'est certainement une problématique qui m'atteint moi-même, à l'intérieur de moi-même. Donc j'ai un problème avec ça, ou il y a quelque chose que j'ai besoin de dénouer sur ce sujet. Et donc travailler cela, l'écrire ou y penser, ça va me faire du bien. Parce que je vais parcourir des espaces justement que j'ignore un peu, qui me posent problème, que j'ai pas traité, que voilà. Et c'est très jubilatoire parce tout à coup le monde apparaît comme immense et il y a énormément de choses à faire et c'est très riche, donc c'est très agréable. Alors que souvent le monde nous apparaît étriqué, on s'ennuie, il se passe pas grand chose, c'est vide, voilà, il y a de la violence à la télé, c'est sinistre. Et dès lors que vous mettez une intensité sur quelque chose qui vous semble vous happer d'une façon ou d'une autre, alors la vie devient passionnante. Voilà. La littérature, c'est passionnant pour ça. Voilà, c'est une catharsis à quelques égards. Voilà. Quand Paul Celan a rencontré Martin Heidegger, ils ont parlé du dépassement de la subjectivité dans le poème. Est-ce que ça vous parle ? La première chose qui me parle, c'est quand vous parlez de Paul Celan et de Heidegger, parce que cet entretien sur la montagne auquel vous faites allusion, c'est un texte magnifique. Le rapport que Celan entretenait avec sa langue, qui n'était pas la sienne, est extrêmement... Enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, justement vu que j'ai pratiqué, moi, des vies différentes, dans des langues différentes, et que la langue maternelle, pour moi, a été une capacité d'impossibilité. C'est-à-dire, j'arrivais pas à écrire en français, qui est ma langue, mais c'est quand même singulier de ne pas arriver à écrire dans sa propre langue. Tout à coup, ça marche pas. Et donc, je comprends très bien la question, mais d'ailleurs, j'ai au fil de ma réponse pas bien répondu puisque j'ai oublié la question, c'est-à-dire sortir de la subjectivité. Le dépassement de la subjectivité dans le poème. Oui, certainement, puisque on recherche un caractère d'universalité obligatoirement. Au reste, moi j'ai une admiration importante pour l'œuvre de Heidegger, mais une relative réticence aussi avec Heidegger pour beaucoup de raisons. D'abord, il est très souvent très compliqué, voire incompréhensible, si on est honnête dans sa lecture, pour beaucoup de raisons, où il faut parler un allemand très bon, où il faut avoir des traductions supportables, et très souvent elles ne le sont pas. Et enfin, ses positions politiques et son caractère conservateur, au sens très fort et noble du terme, me pose problème, parce que si je le lis, et je l'ai lu un peu, j'entends des échos. C'est-à-dire ça m'inquiète doublement, parce que j'ai l'impression, quelquefois, qu'il dit quelque chose qui me parle. Vous comprenez ? Et ça m'inquiète parce que j'ai pas envie. On n'écrit pas avec quelqu'un, mais est-ce qu'on écrit pour quelqu'un ? Est-ce qu'on écrit pour quelqu'un ? Ça dépend ce qu'on écrit. D'accord. Moi, j'ai par exemple écrit un livre qui s'appelle Turar, un livre de poésie qui est sur le cancer, pour ne rien vous cacher. Et j'ai pas écrit ni pour le cancer, ni pour quelqu'un, j'ai écrit dedans. Parce que quelquefois, on écrit dedans quelque chose. Et moi, je pense moins qu'on écrit pour quelqu'un, ou alors il est possible qu'on écrive fantasmatiquement pour des grands ancêtres, va savoir. Oui. Mais tout au bout je pense qu'on écrit dans quelque chose. Enfin, moi, j'écris dans quelque chose. Voilà, les muses, est-ce qu'on peut parler avec vous des muses ou pas du tout ? On peut toujours parler, c'est amusant. Oui, parlons des muses.
quand vous aimez beaucoup quelqu'un... Je ne dis pas ça au hasard. Vous avez écrit un très beau texte sur le décès de votre mère. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a d'autres femmes dans vos textes? D'abord, un beau texte à faire. Je ne pense pas du tout que le texte que j'ai écrit sur ma mère, en l'occurrence, soit un texte amusant dans le sens du terme. Et je n'ai pas du tout vécu ça comme une muse, absolument pas. Mais il est certain que quand quelque chose ou quelqu'un vous charme, vous émeut profondément, on peut tout à fait avoir le désir de lui plaire au travers, ou plutôt de restituer par l'écrit, qui est finalement mon artisanat à moi, c'est-à-dire je sais à peu près un peu écrire, c'est ça que je fais le moins mal, et que inspiré ou happé ou séduit, ou on essaie d'exprimer ce en quoi on a été charmé par un être vivant, et c'est ce qu'on peut appeler une écriture de muse. Voilà, c'est possible, mais comme je l'ai dit sur l'inspiration tout à l'heure, c'est-à-dire du même ordre, c'est-à-dire quelqu'un, il y a des gens très singuliers qui vous évoquent, vous donnent envie d'écrire, mais moi c'est assez rare pour moi. Quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que vous êtes plus dans la rétention que dans l'ivresse du langage. Est-ce que ça fait écho à quelque chose en vous? Non, c'est-à-dire que je me méfie beaucoup du langage, au sens où moi j'ai longtemps écrit, j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis assez jeune, et j'ai longtemps écrit des textes qui n'avaient pas de sens, c'est-à-dire qu'ils ne disaient rien, ils disaient sûrement quelque chose, mais je les comprenais même pas. Donc j'ai un rapport à la langue qui est naturellement heureux. J'aime bien la langue, mais écrire me suffit. Si ça ne dit rien, je m'en fous à la limite. Or, c'est tout à fait impossible on écrit quand même vers les autres, on écrit pour se défaire de quelque chose, on écrit pour dire quelque chose, on écrit pour atteindre à quelque chose, et donc je me méfie de moi-même dans mon rapport à la langue. Donc la rétention, si tant est qu'il y en ait une, c'est attention. Et à la fois, d'un autre point de vue, quand moi je n'aime pas les commandes, il m'arrive qu'on me dise est-ce que tu peux écrire ceci, ou est-ce que tu peux faire une introduction, je sais pas quoi. J'aime pas ça parce que j'ai l'impression que je vais me forcer à dire quelque chose, et ce sera peut-être pas le moment où j'ai envie, sans être vaniteux, je veux dire, il faut écrire un truc, on l'écrit, je veux dire, si on a un peu de métier, mais je suis alors dans le métier, dans le côté professionnel, et quelquefois ça marche. Alors je suis content, j'ai réussi à faire ce qu'on m'a demandé, et finalement j'ai réussi à faire quelque chose qui correspondait à une sorte de nécessité ou de vérité, comme on disait tout à l'heure. Et puis quelquefois ça marche pas, et à ce moment-là je regrette beaucoup. Voilà. Paul de Brancion, chez quel éditeur on peut vous lire? Alors les romans, on peut les lire chez Phébus, un roman qui s'appelle Le Château des Étoiles, qui est un roman scientifique, d'astronomie, c'est-à-dire de l'histoire de Tycho Brahe, qui était un astronome de la Renaissance, maître de Kepler. C'est un roman particulièrement romanesque, mais scientifique. Et c'est ébouriffant, la vie de Tycho Brahe, c'est incroyable. Et oui, j'ai écrit ça ça a été un de mes premiers romans. J'ai publié aussi chez Albin Michel, mais je pense qu'il est épuisé, un livre qui s'appelle L'Enfant de Cederfeld, que j'avais publié sous pseudonyme. J'ai publié un roman qui s'appelle Le Lit d'Alexandre aussi, qui je crois est épuisé aussi, donc c'est pas facile de les trouver, mais on doit les trouver en bibliothèque, il avait une large diffusion. En poésie, j'ai publié donc chez Bernard Dumercher un livre qui s'appelle Vent contraire, qui est un livre de poésie. J'ai publié chez Lanskin en partenariat avec une autre maison d'édition qui s'appelle Académie des Vagabonds, un livre qui s'appelle Le Marcheur de l'oubli, qui est l'histoire d'un homme qui traverse la montagne corse pour oublier une douleur. Et ça, j'ouvre une autre parenthèse, c'est un livre qui a été mis en musique. J'ai beaucoup travaillé avec des compositeurs. J'aime énormément la musique, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des compositeurs. Et donc voilà, ce livre a été mis en musique pour orchestre. C'est 2 heures de musique. Et puis j'ai un autre livre qui s'appelle Temps mort, qui est un livre plus très contemporain sur la mort du temps, le temps, la suspension du temps, ce que temps et le temps en règle générale, la précision du temps. J'ai publié un autre livre sur le cancer qui s'appelle Turard.
dans le cancer, comme je disais. J'ai publié un autre livre donc aux éditions Lanskin, ce livre-là, Turas. Et j'ai publié un livre récemment sur le Cambodge, enfin sur les Khmers rouges, qui s'appelle Qui s'oppose à l'Angkar est un cadavre. C'est un livre extrêmement dur sur le Cambodge aujourd'hui et le Cambodge d'hier, c'est-à-dire toute la problématique de l'auto-mutilation, auto-génocide de ce peuple magnifique, dans ce pays magnifique. Et aussi un livret d'opéra qui s'appelle Kim Hoorn. Et j'ai publié Ma mort est morte, dont on a parlé chez Bruno Doucet. Et là, je vais publier très bientôt un livre aux éditions La Passe du Vent, je crois, qui s'appelle Rupture d'équilibre, qui est un livre de poésie sur l'équitation, parce que j'aime beaucoup les chevaux. Et je vais sans doute, dans un an, sortir un livre autour de mon père qui s'appellera, je crois, L'ogre du Vaterland. Voilà. Paul de Brancion, je vous remercie. Merci à vous.